Pierrette a été, disons, amenée à résister. Pourquoi? Sa ferme était proche, disons, de la forêt de la Reine, donc un lieu idéal, isolé, qui permettait aux maquis qui venaient de se créer au début des années 43 de pouvoir utiliser cette ferme comme un lieu stratégique. Donc, ma mère n'a jamais dit non. Elle a accepté ce on lui pas demandé, mais elle a accepté. Et simplement, elle n'a jamais pensé qu'un jour, même si on lui avait dit de faire qu'elle risquait gros, elle n'a jamais pensé être arrêtée. Quand on fait disons un acte comme cela, on ne pense pas un jour être arrêté. Les personnes qui travaillaient avec elle, les ouvriers agricoles, étaient partis. Mon grand-père, comme je l'ai dit, était décédé et ma grand-mère aussi était partie. Donc elle était toute seule dans cette ferme. Eh bien, elle a vu l'explosion de la totalité de sa ferme. Et elle a été ensuite conduite auprès des autorités nazies, boulevard Albert Ier, pour interrogatoire. Elle a eu les dents cassées. Ensuite, elle a été conduite en autobus vers la gare Saint-Georges, donc dans le bas de Nancy, pour monter dans des trains bestiaux en direction d'un lieu, ma foi, elle ne savait pas du tout où elle allait. Donc là, maman, arrêtée le 16 ou le 17 août, je crois, hein, c'est ça, au niveau des dates, je crois que c'est le 17 août 44, arrêtée, conduite, comme je l'ai dit, Charles III, Écrouves, etc. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. C'est seulement quelques temps après, au mois d'octobre-novembre, que les déportés, comme elle, ont dit « Pierrette, t'attends un enfant ». Voilà, elle a découvert sa maternité dans le camp de concentration de Ravensbrück. Et c'est, disons, le constat d'une suite qu'elle n'envisageait pas, surtout dans les conditions de vie. La Kinderzimmer, la chambre des enfants. Les naissances dans le camp de Ravensbrück étaient incontrôlables en 1944. Pas d'hygiène, pas de couche, pas de biberon, pas de tétine. La solidarité du camp des femmes apportait un peu de linge, un peu de lait, mais n'a pas évité la mort des nourrissons sur 500 naissances recensées à Ravensbrück. 23 enfants français sont nés, seulement 3 ont survécu. Je suis né le 11 mars 1945 à Ravensbrück. On m'a jamais dit ouvertement t'es né là. C'est comme ça. On découvre. On apprend. Tiens, Guy, t'es pas né en France, ou du moins, je me rappelle. Et j'ai pas en moi-même, dans ma tête, entendu quelqu'un me dire t'es né à Ravensbrück. La chambre des enfants. Mais pas ma mère, avec d'autres personnes, ont essayé que j'y aille pas. Celle qui avait du lait donnait ce qu'elle pouvait. J'étais camouflé ici, camouflé là. Quand ma mère partait pour travailler en commando chez Siemens, donc je restais et d'autres femmes s'occupaient des enfants. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y en avait beaucoup qui mouraient pour différentes raisons, de maladies, de malnutrition, de différentes différentes choses. Hein. On était fragiles, on était bien rose
comme les bébés normaux. En peu de temps, il paraît qu'on était devenus presque des vieillards. Les deux mères, retenues ou pas retenues, mais elles ont réussi, comment, ça j'en sais trop rien, à faire partie du convoi pour aller donc, vers le Danemark et la Suède. On a été pris en charge par la Croix-Rouge suédoise. On a dû naviguer de jupe en jupe et lorsque les bus sont partis, on a dit aux mères, tenez, n'oubliez pas votre baluchon. Ils nous ont récupérés comme ça, à la stupeur, quelques temps après, des Suédois qui, quand il y a eu un arrêt, étaient surpris de voir qu'il y avait 2 enfants. Lettre du 24 mai 1945, lettre écrite à Madame Goujon, mère de Madame Poirot. Je n'ai eu, Madame, que tout dernièrement, des nouvelles de Madame Raymond Poirot. Je vous les communique avec joie immédiatement. Ce séjour en Suède, dans des conditions excellentes, va permettre à votre fille de se trouver en excellente forme au moment de son retour. Vous pouvez lui écrire par l'intermédiaire de la légation de France à Stockholm et lui annoncer l'heureux retour de son mari. Croyez, Madame, à mes sentiments les meilleurs. Moi, ce qui m'a frappé une fois avec Geneviève de Gaulle, c'est de dire « je ne peux pas accepter qu'un être humain se baisse devant moi pour demander quelque chose, baisse la tête ou le corps, il doit être droit. On ne peut pas accepter qu'un être humain se courbe devant un autre être humain. » Le papa avait été informé quand même que maman avait accouché, avait un enfant, etc., par l'intermédiaire de l'ambassade, disons, suédois. Hein. Et c'est là qu'il a découvert qu'il y avait un petit gaillard. Mon père a toujours été un homme très, très gentil, très humain. Maman avait déjà perdu aussi, il faut le dire, 2 jumeaux, une fille et un garçon, hein, en 1943. Hein. Et là, des suites aussi, vous savez, 1943, les problèmes de médicaments, de ceci, les maladies. Donc elle avait quand même perdu ses 2 jumeaux. Ça, elle ne m'en a pas parlé à savoir s'il avait été au courant, mais il a dû être au courant, comme il s'était évadé plusieurs fois. Donc, la joie, ben, c'est important. Mais la joie, quand on n'a plus rien, il a fallu qu'on se secoue, la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents. Mais la joie de mon père, ça je le sais, c'est d'avoir au moins, c'était en fait le premier enfant qui voyait. Pourquoi m'a-t-elle donné un certain nombre de messages à partir de 95 ans, en me disant, tu sais Guy, j'aurais préféré être fusillé, plutôt que de voir ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, que de voir ce que j'ai vécu. Voilà, maman, elle me l'a dit à 95 ans. Elle m'a dit, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Elle ne me l'avait pas dit avant. Ils tuaient les gens comme des bêtes. Ils tuaient les gens, ils s'en occupaient pas. Il y avait les morts, les malades. Elle dit, quand je voyais les convois partir où ils étaient entassés dans des chariots, pourvu que je passe pas comme ça, moitié mourante, avec plein de morts au-dessus de moi. Le plus dur, ça a été de voir aussi
sur les jalas où elle dormait. Elle dit le plus dur, ça a été à droite. Elle était morte. À gauche, elle était morte, il avait 26 ans. Les odeurs du four crématoire, quand on dit que ça n'a pas existé, elle me dit, tu sais, j'ai senti des odeurs. Les enfants battus, les enfants de juifs, de tziganes, les gens du voyage. Moi, ce qui m'a surpris à Ravensbrück, c'est de voir ces femmes. Hein, moi, quand j'y suis allé, j'avais 9 ans. Elles s'embrassaient, elles causaient chacune dans leur langue. Elles discutaient, elles rigolaient. Et moi, je leur dis, mais vous arrivez à vous comprendre? Elles m'ont répondu, mais comme si j'étais un ignorant. Oui, elles se comprenaient chacune dans sa langue. Et j'ai compris que, vous voyez, comment c'est la vie, c'est que chacune dans sa langue arrivait à comprendre l'autre dans sa langue. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Oh, est-ce que c'est, je sais pas quoi, un miracle? Bon, je sais pas si les miracles existent, mais c'est vrai, moi je l'ai vu. Maman est partie, disons, on pensait quand même qu'elle allait vivre, on pense toujours qu'on va vivre plus longtemps. Et puis j'ai eu un coup de fil la nuit, votre maman est morte. Elle est partie tranquillement. Bon, elle avait quelques petits problèmes cardiaques. Et j'ai dit, elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert, elle est partie tranquillement.